Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous. Donc, Amir Kadir, porte-parole et député de Québec solidaire, et Émilie Guimond-Bélanger, qui est porte-parole également de Québec solidaire. Bonjour. Alors, en fait, donc, dans ce bilan qu'on fait aujourd'hui de l'hiver, il est important de noter en fait, l'effervescence de plusieurs mouvements sociaux qui se sont mobilisés pendant cet hiver. À Québec solidaire, comme on se définit comme un parti des urnes et de la rue, on a donc participé à de nombreuses mobilisations populaires. On peut penser à la question des gaz de schiste, le mouvement étudiant qui s'est énormément mobilisé, aussi le mouvement des femmes qui se sont opposées à la tarification, en fait, la taxe santé, et tout ce qui a naturellement entouré le budget Bachand auquel on a participé dans ces luttes-là. Aussi, on a eu un congrès en mars qui a traité des questions d'économie, de travail, d'écologie et qui a rassemblé des propositions qui sont très enthousiasmantes pour nos membres et qu'on est fiers de proposer à la population québécoise. On a aussi lancé une campagne politique sur la question de l'indépendance. C'est une campagne qui va se poursuivre pendant toute l'année et qui, en fait, vous propose à la population nos suggestions pour d'accession à l'indépendance de façon démocratique, mais qui traite aussi notre souveraineté face au Canada, mais aussi tout ce qui entoure la souveraineté économique du Québec. Merci. Alors, on va vous distribuer tout à l'heure une compilation, en fait, de nos différentes interventions, questions, motions qui ont été présentées au cours de l'année. Pas la peine de passer, bien sûr, à travers même les grands thèmes de tout ça. Cependant, je pense qu'il est important de retenir, comme le gouvernement a axé depuis janvier, toute son action, je dirais, politique et ses interventions sur sa vision d'une certaine économie axée alentour du plan Nord, du développement intensif de l'exploitation de nos richesses naturelles. C'est sûr que pour nous, ça a été aussi très nécessaire à plusieurs reprises de lui rappeler qu'il ne sert à rien de saccager nos territoires, de multiplier les projets d'exploitation de richesses naturelles s'il n'y a pas de retombées sur les populations, les communautés. On voit comment la tentation du gouvernement d'accélérer les choses sans tenir compte des réalités terrain mène maintenant à la situation avec les cris sur la Côte-Nord. Mais en fait, tous les citoyens se sentent un peu dépossédés aujourd'hui, voyant que leurs richesses sont bradées, alors qu'on a d'autres urgences, alors que déjà il y a 15 ans, un gouvernement du Québec, consultant sa population, consultant ses partenaires scientifiques, ses partenaires environnementaux, est venu avec un plan pour l'avenir énergétique du Québec qui voulait un Québec plus efficace. Alors c'est sûr qu'on a questionné, nous, durant la session, le projet de la Romaine. On a questionné son plan de développement des gaz de schiste et surtout son plan Nord, qui, à notre avis, n'est pas un plan économique souhaitable pour le Québec. On doit développer nos richesses de manière plus durable. La question de l'amphithéâtre, comme vous l'avez vu au cours des dernières semaines, a bien sûr occupé beaucoup l'attention de tous les parlementaires. C'est sûr qu'on peut regretter qu'on ait porté autant d'attention à un phénomène qui, bon, somme toute, relève d'un autre ordre de gouvernement, celui de la Ville de Québec, mais en même temps, ça a permis de mettre en relief, je dirais, des éléments qui vont à l'exercice du droit des parlementaires, à la règle de droit qui doit s'appliquer à tout le monde, à tous les maires, y compris le maire de Québec, et qui rejoint, en fait, toute la campagne qu'on a menée depuis 2 ans, et qui s'est trouvé accentué l'automne dernier avec la signature de la pétition de 250 000 personnes, que s'il y a une question que tout le monde se pose, c'est pourquoi dans la gestion des fonds publics, il y a autant de laxisme, puis autant de, en tout cas, apparence de conflit d'intérêts, apparence de collusion, apparence de favoritisme. Donc, à l'entour de la question de l'amphithéâtre, on est revenu sur cette notion que si on s'est donné des règles, pour que ça vaille, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde obéisse aux mêmes règles. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur Kadir, vous portez l'odieux d'avoir fait... j'emploierai pas ce terme-là, mais il m'en vient pas d'autre, capoter le projet de l'amphithéâtre. C'est vous qui portez l'odieux. Odieux de quoi? Est-ce que ça a capoté sur d'abord? Plusieurs personnes, on vous tient responsable comme étant celui qui a fait avorter le projet. Laissez-moi terminer ma question. Qui a fait avorter le projet de loi. Et on a l'impression aussi que peut-être Jean Charest, qui est un gouvernement au pouvoir, a profité de la situation parce qu'il s'est aperçu qu'au Parti québécois, ça allait très mal et que politiquement, ça lui servait. Vous en pensez quoi, vous? Ben, d'abord, je ne partage pas les prémices. Non seulement l'amphithéâtre n'a pas capoté, l'amphithéâtre est maintenant financé. Le projet d'entente entre Québécois et le maire Lavaux. Je suis honoré que des gens pensent que j'ai fait ça à moi tout seul. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a là-dedans un concours de circonstances. Il y a l'intervention du public, il y a M. de Belleval, il y a l'opposition au sein du PQ, l'opposition au sein du gouvernement,
Il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué à montrer que ce n'est pas nécessaire, que c'est un projet qui ne tient pas la route. Maintenant, l'amphithéâtre, j'aimerais que tous les citoyens qui nous écoutent prennent le téléphone, le e-mail, au lieu de nous appeler, nous, là, envoie le « je le veux » à M. Labombe pour dire « Monsieur Labombe, vous avez le financement, qu'est-ce que vous attendez pour construire l'amphithéâtre ?» Le ministre Lessard lui a rappelé, ses députés du Parti libéral lui ont rappelé, M. Éric Kerr, beaucoup plus adroitement que moi, a questionné M. Labombe en disant « Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez le financement? Il y a quoi qui vous empêche de construire? Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? » Et M. Labombe n'a pas répondu. Donc, appelons-le, soutenons-le, on vous soutient, M. Labombe. Commencez à construire l'amphithéâtre, puis on verra en temps utile pour tout le reste. Alors, ceci étant dit, maintenant, M. Charest, il y a quelques-uns de vos collègues qui l'ont traité de bête politique, dans le sens d'une bête féroce qui est très capable. Je crois qu'il a beaucoup de dons politiques, effectivement, mais je pense que la population comprend très bien le jeu des libéraux. La population reconnaît la lâcheté habituelle. La lâcheté, je parle. Parce que si le gouvernement avait un minimum de sens de l'État, le premier ministre Charest, d'abord, il répondrait à la première attente de tous. On n'en serait pas là aujourd'hui si on avait une enquête publique sur la construction, les allégations de corruption. Ensuite, le gouvernement n'est même pas foutu, je m'excuse là, d'aller sur la place publique et dire, écoutez, ça nous divise. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je suis capable de le reconnaître parce que ce projet-là n'est pas unanime. Il n'y a pas le courage de dire ça. Moi, là, je représente un petit parti qui est accusé par tous les mots, y compris par les termes de odieux, faire capoter, puis tout ça. Mais on assume. On dit, s'il y a des choses de principe, il faut être capable de temps en temps d'assumer. Avec le temps, on espère que les gens vont avoir un jugement plus équilibré. J'espère que le gouvernement Charest va, c'est-à-dire à l'intérieur du rang des partis libéraux, il va se trouver quelques personnes avec la même culture politique de liberté et de démocratie, comme le Parti québécois, pour oser lever la voix, puis c'est unanimé. J'ajouterais aussi que pour répondre à la question de façon encore plus spécifique, là, M. Kadir est le seul élu de Québec solidaire, mais il faut se rappeler qu'il a tout le support en fait du parti, des membres de la coordination nationale. Vraiment, l'ensemble du parti est derrière M. Kadir en ce moment-là. Okay. Mais M. Kadir, moi, je ne comprends pas que sur le dossier de l'amphithéâtre, vous soyez en train de crier une victoire. Parce que vous n'avez fait, dans le fond, en fait, je vais me répéter, là, mais vous n'avez fait aucun gain sur le fond. Le projet de loi 204... Est-ce que j'ai crié victoire? En fait, après, à la suite de l'annonce du report, c'était pas mal dans ce sens-là que vous avez fait une sortie. Non? OK. Mais si je l'ai fait, c'est une grave erreur. Je ne pense pas l'avoir fait. Je ne pense pas que c'est une victoire. La victoire, on va l'avoir, vous savez quand? Quand l'amphithéâtre sera construit, puis quand les citoyens de Québec, s'ils le veulent, auront une équipe de la Ligue nationale. Justement, c'est qu'à l'automne, à la première occasion, le projet de loi 204 sera adopté tel quel. Conséquence, l'entente entre M. Labombe et Péladeau sera blindée, ainsi que tous les contrats en découlant. Vous supposez ceci? Ah bon? C'est une supposition, oui. Parce que M. Charest l'a confirmé il y a quelques minutes. Si on devait parler, si on devait se fier à tout ce qui est annoncé par ceux qui détiennent le pouvoir, l'entente serait déjà scellée par le projet de loi 204. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il y a une réalité qui rattrape parfois les hommes de pouvoir qui négligent l'opinion et la raison. C'est qu'il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui font des démarches, il y a des gens qui vont aller voir les libéraux, il y a des gens qui vont aller voir les péquistes, il y a des gens qui vont aller voir peut-être le maire Labombe. Alors, on appelle les citoyens à se mobiliser parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste l'amphithéâtre de Québec, c'est la bonne gestion des fonds publics. Parce que ce n'est pas de l'amphithéâtre de Québec qu'on a discuté. Il faut le rappeler, on a discuté d'une entente qui était illégale, une entente qui était déséquilibrée en faveur d'un partenaire privé. C'était une entente pour assister socialement une corporation milliardaire qui n'a pas besoin. Ce que les Américains appellent le corporate bombs of the social assistance. Donc, et ça, on n'a pas besoin de... Je comprends que malheureusement, il y a une culture qui a été là si longtemps que M. Labombe pense que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de donner tous les avantages à Québécois. C'est la même expression. Ben oui, parce que je l'ai lu là, puis c'est vrai que, ben oui, bien sûr, M. de Belleval a raison sur énormément de choses. Pourquoi on ne le reconnaîtrait pas? M. Kadir, au cours de cette session qui se termine aujourd'hui, il est difficile de trouver une semaine où vous n'avez pas été impliqué dans une polémique quelconque sur un sujet donné.
Sans vouloir vous manquer de respect, est-ce que vous ne trouvez pas que des fois vous en faites un peu beaucoup? Malheureusement, c'est ce que me reproche ma mère aussi depuis toujours. Ce qui fait que j'ai fait de la politique, de la médecine, de la physique, bien des choses. Mais écoutez, je ne changerai pas à 50 ans. J'ai envie, pour Québec solidaire, de prendre le plus de place possible, qu'il n'y ait pas une seconde, je dirais, de doute là-dessus, de la part de mes collègues des autres partis, de la part des journalistes. On m'a envoyé ici pour que ça vaille la peine que je quitte mon métier de médecin que j'adore, puis toutes les libertés et les jouissances et les privilèges qui viennent avec, il faut que ça vaille la peine. Si ça vaut la peine, c'est parce que ça va valoir la peine quand un député comme moi exercera sa totale liberté. Alors, je ne me gênerai pas, même si des fois je me fais piéger. Moi, je ne m'imaginais pas qu'en commentant, puisque c'est vous qui avez posé la question, qu'en commentant la visite du couple Princier, que ça ferait la une de votre journal à Québec. Et je me demande d'abord pourquoi. Hein? Maintenant, ce n'est pas moi qui décide ça. Donc, venez pas me dire que moi, j'essaye de prendre toute la place. Je l'essaye bien, mais ce n'est pas moi qui ai réussi à le faire, c'est vous qui réussissez à me donner cette place-là. Justement, sur cette même veine-là, mais en vous éparpillant un peu, est-ce que des fois, vous ne nuisez pas à votre propre cause et à vos propres convictions? C'est l'avenir qui va nous dire si je m'éparpille ou pas. C'est le peuple qui va décider si ce que vous appelez éparpillement est utile finalement pour Québec solidaire ou ça ne l'est pas. Mais je vous rappelle que j'ai toujours agi comme ce que certains de mes amis appellent dans une certaine forme d'épilepsie sociale. J'agis et je fais flèche de tout bois parce qu'il y a tellement de choses à faire puis je suis seul. D'accord? Quand on sera 10, j'en ferai moins. C'est que dans les autres partis politiques, il y a toujours des gens qui sont là pour gérer certains dossiers spécifiques, alors que Amir, finalement, doit tous les gérer à un seul. Donc, nécessairement, ça fait en sorte qu'il doit traiter différents enjeux. Vous voyez, ça sent bien, d'ailleurs. Pour du parti. Monsieur Kadir, dites-moi, est-ce qu'à la suite de la démission des 4 députés du Parti québécois, le téléphone s'est mis à sonner un peu plus chez vous, à savoir est-ce qu'il y a des militants péquistes qui se tournent vers Québec solidaire? Oui, il y a ça, on sent. Je veux dire, il faut quand même être modeste. Il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. Là, je ne peux pas vous donner des chiffres. Je sais les chiffres, par exemple, de nos adhésions qui ont augmenté. Il y a beaucoup de personnes qui étaient d'anciens péquistes, qui nous le disent d'ailleurs sur la rue. On était allés souper hier soir avec mon équipe. La même chose s'est passée. On était dans les Limoilou. Maintenant, pour les chiffrer, je ne pourrais pas vous dire. Moi, ce que j'ai fait pour ma part, avant d'intervenir sur les 4 démissionnaires, j'ai essayé sur les 3 démissionnaires, en fait, les premiers, parce que avant de savoir que M. Ossan, je devais réagir aux 3 démissionnaires, j'ai pris le téléphone, je les ai contactés pour voir qu'est-ce que je devais prendre comme précaution pour ne pas leur nuire, pour ne pas discréditer leurs gestes qui étaient tout à fait indépendants. Qu'est-ce qu'ils voulaient m'entendre dire et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire pour ne pas compromettre le sens réel de leur action. Donc, il y a eu un contact entre nous, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous ne deviez pas dire? Non, d'ailleurs, j'ai été surpris par le fait qu'ils disaient non, tu n'as pas de gêner, dis ce que tu as envie de dire. C'est sûr que nous, notre geste, c'est un geste à l'interne qu'on assume pleinement. Si vous aviez à qualifier la session plus généralement, M. Kadir, vous diriez quoi du travail qu'a fait le gouvernement Charest et de l'opposition officielle de cette session-ci? Bien, le gouvernement Charest, je pense, il faut le reconnaître, a été habile à détourner l'attention sur le désastre sur le plan éthique. Sur le plan éthique, je le rappelle, de ce gouvernement. Encore, toutes les semaines, on a des problèmes liés à son manque de leadership moral. Tout ce qui se passe dans les villes et qui sont à la une des journaux à tous les jours, là, on entendait encore, c'était Saint-Jérôme dernièrement, ça relève finalement de l'autorité de l'État. 1. De 2, le plan Nord, c'est un autre grave manquement à l'éthique. Le gouvernement prétend, là, on est toujours en deçà de ce qu'on projette à la population, on ment à la population. Quand on dit qu'on fait du développement durable, que c'est une loi qui régit toutes les actions du gouvernement, comment peut-on concilier le développement durable avec l'ouverture d'un territoire aussi grand et aussi fragile, puis en prétendant que c'est du durable quand on donne tout ça aux minières? Est-ce que les Québécois ont ce qu'ils méritent puisqu'ils ont élu finalement ce gouvernement majoritaire? Les Québécois, comme Québec solidaire, sont pris avec un vieux système électoral qui les piège à chaque fois. Ils votent contre l'un, ils votent pour bloquer un tel, puis ils se ramassent avec parfois pire. Souhaitons qu'il y aura un message, souhaitons que ce qui s'est passé le 2 mai
sur la scène québécoise et canadienne renforce l'idée chez au moins, de manière très, je dirais, s'il le faut, opportuniste de leur part pour sauver leur peau. Hein. On a vu tous les deux étaient à 26, 27. Et je rappelle, en bas de 25, là, n'importe quoi peut arriver à un parti. On l'a vu, le parti. Comment a eu le Bloc québécois? 23 % à l'échelle du Québec. 4 députés. Je le rappelle à nos amis les libéraux et nos amis les péquistes. En bas de 25, ce mode électoral peut occasionner des surprises incroyables. Aussi incroyable celui du 2 mai. Alors, ne serait-ce que par opportunisme, il devrait s'appliquer à la tâche puis nous trouver les moyens d'éviter ça la prochaine fois. Donc, en réforme pour un mode de scrutin un peu proportionnel. Non, oui. Monsieur de Belleville et Monsieur Mieux-Deschênes sont inquiets et le gouvernement a dit tantôt, Monsieur le Premier ministre a dit tantôt qu'il veut changer la loi parce que la loi actuelle, mais eux, ils veulent des appels d'ordre comme normalement. Et le Premier ministre trouve que c'est un problème et c'est ça, le but de la loi 104, c'est de corriger ce problème, disons, dans ces cas, mais il en parle de corriger ce problème, c'est-à-dire que permettre des négociations de gré à gré comme standard, comme normal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'il y ait possible. D'abord, c'est que ce qu'on a compris, si on a suivi tout le monde la même commission, Maître Julie McCann l'a bien démontré, il s'agit d'un PPP, ce qui a été négocié entre la Ville de Québec et M. Pierre-Carl Péladeau. La complexité qui tient à la gestion d'un amphithéâtre dont le principal usage va être l'occupation par une équipe de la Ligue nationale de hockey dans un environnement particulier sur le plan économique, faisait en sorte que M. Labombe pensait que c'était plus facile pour lui de gérer ça sur un mode de mise en concurrence et de négociation gré à gré. Mais ça, s'il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas le droit de le faire. Le jour où, collectivement, le gouvernement Charest, le Parti québécois, nous, en Chambre, on fera le débat, puis on votera une loi qui lui l'autorise à le faire, bien, qu'il le fasse à ce moment-là. Mais s'il n'a pas le droit de le faire, il a beau invoquer les arguments les plus nobles, mais il n'a pas le droit de le faire. Comme moi, j'ai beau invoquer les arguments les plus nobles, je n'ai pas le droit de dépasser 100 km à l'heure sur l'autoroute. D'accord? Ça peut me faire comprendre les choses, mais je ne peux pas invoquer ça pour dire que, bon. Alors, c'est ce qu'a fait M. Labombe, puis là, il nous demande, nous, d'assumer le poids de son irresponsabilité, puis de sa précipitation. Deuxièmement, nous, on est contre les PPP, parce que les PPP, en général, pas parce qu'il n'y a pas des cas, mais en général, c'est comme en médecine. On regarde l'effet d'un médicament, d'une solution en général. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. On regarde, est-ce que là, lorsque ça marche dans l'ensemble, ça donne plus de résultats que lorsque ça ne marche pas? Si c'est le cas, on prend ce choix thérapeutique. Les PPP, c'est prouvé en santé, dans la gestion des infrastructures. Je vous rappelle qu'en Angleterre, on a pratiqué ça 14 ans. Habituellement, dans la très grande majorité des cas, ça occasionne des surcoûts, des surfacturations, et ça occasionne surtout des problèmes pour les usagers. Bon. Et on le voit, dans le cas de ce PPP-là, c'est particulièrement criant. On met 400 millions de dollars, moins de 30 jours disponibles pour service à la communauté, et encore s'il y a de la disponibilité, si Québécois le veut bien. Vous voyez pourquoi les PPP, c'est désavantageux. C'est un cas patent d'un PPP désavantageux. Donc, pour nous, il y a plusieurs couches, si vous voulez, d'opposition à cette entente entre M. Labombe et M. Péladeau. Mais l'idée de faire en sorte que ça soit standard, que ça... Oui, mais que le gouvernement mette les éléments sur table, qu'on en discute. Là, ça va être le processus habituel, puis on fera nos critiques à ce moment-là. Entre-temps, il y a des gens qui vont s'activer, qui vont faire comprendre que si on doit arriver à ça, au moins le monsieur Labombe doit négocier quelque chose de plus digne pour la Ville de Québec, plus respectueuse du fait que c'est les contribuables qui payent. Tout l'argument pour une enquête publique, c'est qu'on n'a pas respecté ce processus d'appel d'offres qui marche. M. Labombe non plus. Non, mais si on veut... Pourquoi on insiste sur ça? Pourquoi on insiste sur les appels d'offres pour les... Non, mais ça dépend quoi? Non, mais on n'a pas dit que, par exemple, lorsqu'on veut donner un contrat pour informatisation du système de la santé du Québec, que s'il y a un appel d'offres, mais c'est truqué, puis il y a de la collusion, que ça marche. Je veux dire, le fait de permettre que certains PPP puissent se négocier de gré à gré n'invalide pas du tout 2 ans de démonstration claire et évidente qu'il faut que dans la gestion des fonds publics, les choses soient transparentes d'abord
puis qu'ensuite, il y a des processus d'appel d'offres dans la majorité des cas. Parce que ça, c'est une exception. Peut-être que la question a déjà été posée, là, étant donné que je suis un peu en retard, mais je voulais juste vous entendre parce que, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que visiblement, vous ne pourrez plus rien faire pour empêcher l'adoption du projet de loi 204 au mois de septembre. Je pense que les gens qui ont introduit la loi 204 il y a quelques semaines pensaient la même chose. Je ne dis pas que c'est moi qui vais agir seul. Je ne pense pas que seul, oui, si vous comptez sur moi seul pour qu'en septembre prochain, on puisse bloquer le projet de loi 204, oui, je vous dis, je vous concède tout de suite, c'est perdu d'avance. Mais ce n'est pas ça, là. On est dans une dynamique politique. Il y a des gens raisonnables dans tous les partis à l'Assemblée nationale. On l'a vu avec le PQ. J'espère qu'il y en a chez les libéraux. Puis ensuite, il y a les acteurs sociaux, il y a les journalistes que vous êtes. On va en apprendre des choses, puis il y a une nouvelle dynamique. Mais la seule option, c'est que les libéraux permettent un vote libre dans leur caucus sur 204. Puis Il y a plein de choses qui pourront arriver. Regardez ce qui est arrivé la semaine dernière. Attendez, ça passe tellement vite, je ne me rappelle même plus. Ce qui est arrivé la semaine dernière, aidez-moi, non, c'était cette semaine. Ben oui. Ce qui est arrivé cette semaine, je pense que j'ai besoin de repos, moi aussi. C'est arrivé cette semaine, personne ne l'avait prédit. Moi, je ne pensais pas qu'on en arrive là. Le matin, quand j'ai vu que M. Kerr et M. Picard ne voulaient pas faire ce qu'on appelle le filibuster, je ne pensais pas que j'allais réussir. Je m'essayais pareil, en espérant. Je ne pensais pas que le gouvernement allait céder, allait jouer à un autre jeu comme ils l'ont fait. Parce que c'est tous les jeux politiques. Puis ne vous méprenez pas. Enfin, je pense que vous ne me méprenez pas, mais j'espère que mes collègues députés ne se méprennent pas. Les gens, là, voient tout dans leur jeu. Moi, je l'ai testé encore sur la rue. Les gens, je n'avais pas besoin de leur expliquer. Ils savaient ce qui s'était passé. Ils savaient que les libéraux avaient fait ça pour s'enlever un poids, parce qu'eux aussi avaient des problèmes. Les gens l'avaient très bien compris. M. Charest, tout à l'heure, a exclu la possibilité qu'il y ait des élections à l'automne. Est-ce que vous le croyez ou vous gardez toujours une petite prudence au cas où? Tout le monde que je consulte me dit qu'il ne faut pas croire ce que dit M. Charest, surtout quand il parle d'élections. M. Cazire, les libéraux semblent beaucoup insister pour que M. Legault fonde son parti parce qu'il trouve que la situation est un peu ambiguë à l'heure actuelle, avec un mouvement d'idées qui éventuellement ne suit pas les mêmes règles qu'un parti politique en matière de financement ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est un peu fallacieux. Avant de devenir un parti, d'abord, il y a un mouvement qui existe puis qui essaye de faire... Nous, on a procédé de la même manière. Peut-être que M. Moreau a un peu peur de ce qui pourrait leur arriver. Et je nous souhaite au Québec que ça leur arrive. Parce que le Québec a besoin d'un déblocage politique. Ça fait 40 ans qu'on est dans une certaine dynamique qui est maintenant arrivée. Cette dynamique connaît une fatigue importante. Les vieux partis sont en recul. C'est le temps de passer à autre chose. Vivement M. Legault, vivement 4 autres partis, vivement le Parti vert. Le Parti vert, sa place est à l'Assemblée nationale. Je le répète, à l'attention du chef du Parti vert, M. Sabourin. C'est bien son nom. M. Sabourin doit savoir que malgré tous nos différends, je vais me battre pour les Verts, je vais me battre pour la réforme du mode de scrutin. Je crois que la place du Parti vert est à l'Assemblée nationale du Québec. Il représente 5, 6, 7 % de l'opinion publique. Donc, vous êtes favorable au fait que M. Legault puisse fondre un nouveau parti? Je ne suis pas favorable à M. Legault. C'est un type qui a eu tout le temps. Je veux dire, les gens vont voir, là. Il était là pendant des années. Il fait partie de l'élite des affaires qui contrôle nos gouvernements depuis des années, des années. Il n'y a rien de neuf à offrir. C'est du réchauffé. C'est les mêmes affaires que les lucides, avec des dosages plus ou moins importants. Hein? Les lucides, c'est le programme complet. Puis là, tu avais M. Boisclair qui en interprétait une façon. Mme Marois, maintenant, la création de la richesse, l'enrichissement individuel, c'est une autre interprétation. Finalement, les partis qui sont là, et M. Legault, l'ADQ, les libéraux, le PQ, les libéraux, c'est différentes interprétations du programme des lucides. Les seules alternatives, c'est nous et les Verts. Est-ce que ça va changer? Il y a un parti pour le sur table. Qui suis-je pour décider à leur place? Ils le feront en temps. Il a dit qu'il voulait en créer, non? Je pense que c'est bien qu'ils viennent. C'est sûr que nous, on souhaiterait. Je ne veux pas leur. C'est pas une injonction, là. Moi, je souhaiterais qu'ils le fassent le plus tôt possible. Parce que le plus tôt ils vont le faire, le plus tôt on va pouvoir débattre de parti à parti. Mais comme mouvement d'opinion, c'est un mouvement d'opinion de centre-droit qui veut, disons, entretenir une certaine confusion, qui n'ose pas dire qu'il n'est pas vraiment social-démocrate. Bon, il joue sur tous les tableaux. Vous pensez que ça va changer la donne politique? Absolument. S'il décide de rentrer, moi, je suis sûr que si François Legault embarque sur la scène politique avec un
un nouveau parti, là, je ne paye pas cher de l'impôt de certains de nos partis traditionnels. Il y en a un des deux qui va laisser sa place. Et surtout, ils vont écoper très sévèrement du mode de scrutin actuel. Et grand bien leur fasse, parce qu'ils ont refusé pendant des années, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, de le réformer. Lequel des deux Je va ne sais pas. accepter? Il y en a des deux, là, vous êtes bien mieux placé que moi. Vous avez toutes sortes d'accès à ces partis. Donc je ne sais pas. Vous avez dit en anglais hier que ce Je ne pense pas que, honnêtement, je ne crois pas. Oui, il y a une certaine... Regardez, dans notre potentiel de croissance à nous, c'est sûr que s'il n'y a pas François Legault, on va aller chercher, là je joue très ouvert, là, je vous explique ce que moi je pense, je n'ai même pas consulté mes collègues, je laisse ma co-porte-parole, ma collègue aussi commenter. C'est sûr qu'il y a un désir de changement, puis une indignation par rapport aux politiques traditionnelles, aux élites politiques traditionnelles, que pourrait capter n'importe quel parti qui est au bon moment, au bon endroit, au bon moment, d'accord? C'est sûr que si on est seul à occuper la place, bien, on a plus de chances d'aller chercher ça. Mais nous, on ne compte pas sur ces mouvements d'humeur. Québec solidaire, là, ça a commencé en 1997. Ça a commencé avec le rap. C'est un travail soutenu, c'est un travail d'accumulation politique. Notre modèle à nous, si vous voulez, un peu dans la durée, c'est le PT brésilien. D'accord? C'est-à-dire construire par accumulation politique, pas par changement insurrectionnel. Les sautes d'humeur, c'est une espèce de changement insurrectionnel. Le peuple s'insurge contre un vieux modèle, puis tout d'un coup, ça bascule à l'autre. On ne compte pas là-dessus. Qu'il y en ait, puis qu'on soit là, puis qu'on en bénéficie, tant mieux si ça arrive. Mais on ne compte pas là-dessus. C'est une progression dans la durée, dans la patience. Puis aussi, à Québec solidaire, on bâtit notre programme politique avec les membres de façon très, très décentralisée. Donc, les gens sont amenés à s'impliquer activement aussi entre les élections. Il y a vraiment quelque chose qui se travaille sur les fondements aussi, en fait, du parti qu'on bâtit. Donc, en fait, on compte pas, exactement comme M. Kadir a dit, on compte pas sur les sautes d'humeur nécessairement Québec solidaire, parce que ce qu'on construit, on le consolide aussi au fur et à mesure. Et le rap dont vous parlez, c'est pas... C'est pas le rap musical, Okay, non. Le Rassemblement pour une alternative politique. J'ai pas le talent, Peut-être pas parce que j'aime pas, mais aussi, j'ai juste pas le talent. J'ai essayé ce matin en chambre, ça n'a pas fonctionné comme vous l'avez vu. Malheureusement. Yes, please. When you look at everything that's happened since Christmas, at the federal level, the provincial level, the personal level, what was your favorite day? Today, because it's just the beginning of it. No, seriously, I think it is a good season for Québec Solidaire, because not because we were involved in all that. First, there were a lot of mobilizations, popular movements, around the issue of the shale gas, around the issue of the wind turbines in zone habitée. Urban areas. Residential areas, all the question of open mines, like in Saint-Camille, against the increase of the tariffs in the budget, and we were involved in that. But on top of that, there was, because of what happened at the federal level, everybody realized that if enough people desire a change, that can change a lot politically. So I hope that since now we have gained more attention, because of all sorts of circumstances, we have gained more attention and a bit more support from the public opinion, that people will be patient with us, follow what we're doing. We will be offering solutions, we will be offering projects for our society, and I hope it will gain momentum in due time to be able to have more people in the National Assembly representing our solutions. The last crop poll projected you at 5 seats. 500% increase would not be bad. Yeah, of course. But I think un moineau, une hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit ça en anglais. Daisy doesn't make a One spring. swallow does not make a springtime. Yeah. Do you believe Mr. Charest when he says no election this fall? No, well, why I don't believe? Because everybody that I consult say don't believe that, because those who are in charge are forced to say that because of our electoral mode, and we have seen it again and again. A lot of people said, no, I won't do an election, and they say, I don't want an election, like Mr. Harper, but everybody was seeing that he wants an election, but he says the contrary. So, unfortunately, our electoral mode forces people to lie about
the election time. That's why we're asking to stop that comedy and have a fixed election date. Follow my logic here, though. You're taking some votes from the PQ, it would seem, in public opinion polls. Québec solidaire has a certain momentum. François Legault hasn't formed a party yet. Do you think Mr. Charest has reason to want an election? Everybody that I consult also says that it would be a good time for him to go to election, maybe the best opportunity he will have. How do you feel? Would it be a good moment for Québec solidaire to go to an we election? We will be ready. No, because we don't have a lot of money like the other parties, and we are a small organization compared to the other, and it leaves us short notice, but we will be doing everything necessary to make a good fight. Actually, we do have an electoral committee that is working right now to make sure that we get ready for the next elections, to make sure we find the candidates half, to the total of them, it will be half women and half men, to make sure that, again, we encourage women's participation in politics. So we will be ready anytime elections happen, because we do have this committee that's working very hard right now. C'est difficile que ce soit moitié-moitié exactement. C'est pas difficile. C'est pas difficile, en fait, mais c'est un... Ben oui, ben, c'est pour ça qu'on a toujours au moins une femme supplémentaire, là, tu sais, mais en fait, c'est pas... Merci quand même de lui permettre de comprendre qu'est-ce que je vis habituellement avec en votre Très présent dans l'actualité à la fin de la session, pas l'opposition, mais il y a des députés en Chambre qui, je pense que c'est surtout du gouvernement, j'ai entendu, qui disent que vous cherchez la visibilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien sûr, je suis là pour ça. Je suis porte-parole d'un parti. Et comment on peut porter la parole? En s'assurant que ça passe, ça traverse. Bien sûr que je cherche. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne cherche pas de la visibilité à l'Assemblée nationale? Dites-moi, est-ce qu'on peut dire honnêtement, sans être hypocrite? Hein? Comment? Tony Thomas. OK, mais bon. Excusez-moi. Je retire les accusations. Il y a au moins une personne qui est honnête. Vous avez parlé de votre stratégie tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'au cours des dernières semaines, vous aviez une stratégie pour accroître votre visibilité? Non, vraiment. Écoutez, En fait, on s'est trouvé à réagir à l'actualité politique, puis on en discute en caucus à chaque semaine sur ce qui se passe, sur quel point on va intervenir, quelle motion on présente, je veux dire, les interventions médiatiques qui vont avoir lieu. Mais nous, on n'avait pas prévu un momentum de dire là, ben ça y est, on veut percer les écrans absolument à tout prix, on fonce pour ça. C'était pas l'objectif, c'est notre message à porter, mais... Je vais vous dire deux exemples. C'est pas moi qui ai appelé M. Taïb Moala pour parler de la visite princière. C'est M. Taïb Moala, un dimanche, je pense qu'il s'ennuyait, je ne sais pas trop. Il m'a appelé pour demander de commenter la visite princière. Alors, bon, c'est quand même... Bon, deuxième, puis c'est pas moi qui a décidé de la jouer en une de son journal. Vraiment, là, moi, j'étais le premier estomaqué. Deuxièmement, c'est quand même pas Québec solidaire qui a introduit le projet de loi 204. C'est quand même pas Québec solidaire qui a contesté pour demander l'annulation du projet de loi, une requête en nullité, là. C'est des débats sociaux. Puis nous, on joue le rôle que mon parti s'attend que je joue. C'est sûr que là-dedans, je vais chercher toutes les possibilités pour... Bon, s'il y a une chose de prémédité, oui, c'est M. Bouchard. Ben oui, je l'attendais de pied ferme. Et vous avez remarqué que je le fais dans les cas uniquement de ceux qui ont eu des charges publiques. Je l'ai fait dans le cas de Henri-Paul Rousseau. Je l'ai fait dans le cas de M. Loubier, particulièrement les souverainistes. Parce que ce qu'ils font est tellement contradictoire et tellement un affront à leur engagement, et surtout dans le cas de M. Bouchard, aucun gêne, sans aucun gêne, quelqu'un qui a occupé le rôle de Premier ministre vient aujourd'hui défendre des compagnies pétrolières payées par une Albertaine aux pratiques criminelles en Afrique. Je parle de Talisman. Bon. Et là, je ne me gêne pas, puis c'est prémédité, puis il le savait d'ailleurs. Mais je l'ai fait en respectant les règles. Je n'ai tenu aucun propos anti-parlementaire. Je n'ai tenu aucun propos véhément et je lui ai dit, c'est lui qui a commencé son show là. Another quick question. Excusez-moi, pour ceux qui pensent que je cherche juste les Kodak pour les Kodak, je me rappelle le matin, par exemple, quand Pierre Calpelado et M. Labonde, tout le monde prédisait que nous, on allait faire des flamèches puis on allait les attaquer, alors qu'en caucus, on s'était dit, eux viennent présenter leur point de vue puis ils sont légitimes de le faire dans ce cadre-là. M. Pierre Calpelado, c'est un grand chef de corporation, d'accord? J'ai beau avoir beaucoup de dissensions,
Je n'ai pas de reproche, j'ai des questions à poser, mais je n'ai pas de reproche particulier. Monsieur Bouchard, oui, parce que comme Premier ministre, il a des devoirs de réserve qu'il ne respecte pas. Very quickly, on the committee hearings on Bill 204, it was an interesting science experiment. It was different in some ways from the kinds of visibility that you've gotten before. When you look at the number of newspaper headlines about Amir Kadir around the arena, it was a different kind of coverage. I'm wondering, did you take anything, did you learn anything from the committee experience, from the media experience, from the entire proceedings around the arena bill? Did it change how you see your role and how you operate? Honestly, we hadn't had time to reflect along those lines, but I think that's something we should do. But you know what we have said ourselves, beginning, I remember many issues around which we discussed over that matter, that if we are there and it worth something, it has to be different from the old politics. So we don't want to judge the things only along the, the efficiency to gain headlines, or the efficiency to get short-term electoral support. We said to ourselves the main focus should be to remain on principles, conduct a principled approach to politics, and in long term it will pay off. Thank you. Merci à vous.